crois que c'est lui. Moi, Il est là. Oh mon Dieu, c'est incroyable. On va commencer peut-être à temps. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et ce soir, je suis rejoint par Catherine, qui est une artiste peintre que j'ai rencontrée à une jam. Bonjour, tu peux dire salut. Bonjour, salut. Voilà. Avec Lucas, que vous avez déjà vu de la semaine passée, qui est un improvisateur, théâtreux, animateur de théâtre et un beau gosse en plus, avec des jolis yeux et des belles dents. Oui, je le connais bien, donc je me permets. Bonjour. Il y a Akkad aussi, qui est slammer et prof de stage de slam et tout ça. En plus de ça, je sais pas trop. Et puis il y a notre cher grand prêtre Elias, qui m'a accepté comme gourou récemment et qui donc je l'ai baptisé le Prince Lee. Et donc voilà, je sais pas si vous avez envie de faire un plug ou une pub pour quelque chose que vous faites bientôt ou quoi. Ouais, bientôt je vais manger des kebabs verts. Mais où ça? Dans un univers rempli de verre. Je crois. J'ai pas mis de musique, tiens. Je crois. Voilà, ouais. Ah non, je vais participer à plusieurs compétitions de slam. Okay, trop cool. Il y a le Saut Slam à Charleroi. Le dernier week-end de ce mois-ci. Puis après, il y a un autre événement début septembre aussi à Charleroi, aussi encore. Un autre festival. Les 36 heures de slam. Waouh. Ouais, c'est 3 jours intensifs de slam. Cool. Et international. De France et tout. Et c'est quoi les dates et c'est où, combien, si on veut? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Okay, Cool. C'est gratuit. Voilà, donc allez-y si vous aimez vous allez dates, voir Akkad. Les dates, les infos, voilà, c'est pour aller voir sur Go Slam City et tout ça. Okay. Cool. Blabla. Voilà. Oh, moi, toujours pas de pub. Toujours pas de pub. Slameke, voilà, je suis membre du collectif Slameke. Tu connais Slameke? Ouais, mais moi j'ai rencontré des gens de Slameke parce qu'ils faisaient un projet avec le centre culturel de Scarbeck. Ah ouais, t'as Geoffrey. Parle bien dans le micro. Ouais. Voilà. Bon, Elias, t'es prêt? Ouais. Prêt? Vas-y. Ah, zut. Qui ose me soustraire à mon divin sommeil? Hurla Kutk à travers toute la planète. Aucune réponse sur le plan divin. Donc la réponse est en bas. Intriqué, Kutk cherche, puis trouve. Ah, le voilà, l'indésiré qui s'est pointé dès que j'avais le dos tourné. Dans un premier temps, il observe. Il voit ses primates tenir, puis survivre, puis prospérer, transmettre et échanger. Puis quelque chose attire encore plus son attention à Kutk. Les hommes subissent et réagissent, mais ils scrutent. Ils sont pas bêtes, veulent savoir. Il y a quelque chose derrière tout ça, mais quoi? Ils appellent sans trop savoir, ni comment, ni pourquoi. Et quand rien ne répond, alors ils inventent, pour expliquer, et puis créer, pour encore créer d'autres recherches derrière, mais c'est peine perdue. Kutk, un peu amusé par cette quête primaire, a envie un petit peu d'aider, mais jamais sans s'amuser par la même occasion. Au dernier moment, il réalise qu'il peut pas se montrer comme ça. Pas directement, il les traumatiserait sur des millénaires. Il va devoir faire ça à distance, donner des indices, un peu comme un jeu de piste. Et puis c'est bon quoi, avec leur cervelle, ils vont comprendre quoi, ils auront les réponses s'ils y viennent vraiment. Il va pas faire tout le boulot quand même. Il commence par modifier légèrement ce qui les entoure, les montagnes, les plantes, les animaux. Mais les humains récoltent ça et puis les vénèrent en fait, ces créations éphémères, à la place de Kutk. Mais quel affront! Alors il monte le niveau. Il utilise la puissance du vide pour enfanter des femmes sans aide extérieure, mais rebelote ces femelles et leurs rejetons qu'on adule. Alors là, il craque. Il prend forme humaine pour leur faire comprendre directement une bonne fois pour toutes. Mais à peine arrivé, il se laisse tenter par des désirs égoïstes, alors il danse, il drague, il s'enivre jusqu'à perdre le contrôle. Son pouvoir de métamorphose le lâche. Et pendant son coma supérieur, Kutk vomit, urine et défèque un peu partout, pendant qu'inconsciemment, il tente tant bien que mal de quitter les lieux. Mais il est très tard, trop tard, et ses bêtises vont le rattraper. En pensant communiquer des réponses, il leur a laissé tellement de traces divines, tant de formes et de matières sans possibilité de remonter son intention. Ils ont étalé, moulé, pétri ses semences pour ne pas adorer autre chose qu'elles-mêmes. Tes créations les fascinent. Avec ces nouveaux gestes, ils vont mettre en valeur de nouvelles idoles, mais encore une fois, c'est pas Kutchka.
Ils ont imité ses œuvres et réinventé derrière. Ces tentatives de communication ratées ont été développées en dizaines de gestes créatifs devenus des fins en soi. Vidés de leur sens, et pire encore, saturés d'improbables justifications inutiles et erronées dont sont capables ces humains de rejetons. Merci Elias. Merci. 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 La Qu'est-ce que ça- création. La création. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça a besoin d'un but et d'une raison? Bonne question. C'est justement, on en a beaucoup parlé hier. Tiens, en fait, ce qui était très important pour lui au niveau du texte, c'est que quelque part, l'erreur était importante parce que d'une certaine façon, ça explorait quelque chose de différent par rapport à ce qui a toujours été fait. Absolument. C'est comme un fractal. C'est une création qui bouge, et on ne sait pas où est le bien et l'erreur et le mal. Tout ça, c'est des concepts, au fait. Je pense que la création est sans fin. Et je pense que l'artiste cherche juste à exprimer quelque chose, mais dans un but. Moi, personnellement, j'ai aucun but quand je crée. J'ai le plaisir de créer. Je ne cherche pas à donner des messages, moi, personnellement, mais il y a d'autres artistes qui ont besoin de ça. Moi, non, je crois que je suis tellement imbue de moi-même que j'ai aucun message à passer. Je suis juste dans le plaisir de créer ce que j'aime faire, tu vois. Oui. Mais ça dépend beaucoup, je crois, parce que oui, en effet, de ce que j'entends, il y a le message et qu'on met ou qu'on ne met pas. Et je me rends compte, par exemple, pour moi et la musique, c'est aussi ça. C'est le plaisir, et s'il y a public, s'il n'y a pas public. En fait, j'en ai déjà parlé, je crois, la fois passée. Ouais. C'est pour l'épisode, on a parlé de la passion. Ouais. Et justement, plaisir qui est ou qui est pas, ou que les gens n'ont pas, non, c'est pour mon plaisir, en fait. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus drôle de le partager avec d'autres personnes, Oui. sans forcément que ça ait le sens. Mais je rajoute, Vas-y. je ne crois pas aux artistes qui peignent aussi sans se montrer. Parce que il y avait ce merveilleux film au bout du monde, qui est une histoire vraie de ce petit gars aux États-Unis qui termine ses études, brûle tout et veut vivre en Alaska. Et il écrit un journal, c'est comme ça qu'on connaît son histoire. Et puis il mange une plante qui le tue. Et en fait, il a vécu des merveilles. Il a dit à quoi ça sert si je ne les partage pas avec quelqu'un. Et je pense que moi j'adore ce que je fais, mais j'adore aussi qu'on regarde ce que je fais. Après, qu'on l'aime pas, ça varie. Qui le critique? En général, je m'en fiche. Il y a des personnes, ça me touche quand ils me critiquent, ils n'aiment pas. Donc je pense que justement, dans le texte que tu nous as lu, il y a quand même le côté très grégaire. On vit en groupe, on est une espèce qui a besoin de vivre ensemble. Et un peu comme les loups, il y a des solitaires, mais ils sont rares. Et l'artiste qui peint caché dans sa cave et ne montre rien, j'ai envie de lui dire... au fait, c'est lui le plus imbu de lui-même. Parce qu'il se considère son seul spectateur et le seul qui va l'aduler ou le critiquer. Il n'y a pas de partage. Et le partage, c'est trop chouette. C'est une question pour rebondir direct, pour le coup à ça. Est-ce qu'il est possible de créer des choses sans forcément vouloir les partager? Et pour concrétiser, je reviens à la conversation qu'on a eue jeudi, c'est que moi, il y a des textes que j'ai faits, pour l'écriture pour le coup, que je ne me vois pas tout de suite faire lire à d'autres gens parce que c'est intensément personnel et que je crois que si les personnes les liraient, ils me verraient d'une lumière que je n'ai pas forcément envie qu'ils me voient parce que je suis quelqu'un de très gentil, ou en tout cas je crois. Et alors est-ce que c'est être un but soi-même alors si on fait de l'art et qu'on n'a pas forcément envie de le partager? Non, c'est une bonne remarque que tu fais parce que du coup je pousse ma réflexion plus loin. Ça a un côté thérapeutique. Et la thérapeutique, tout ce qui est thérapeutique est vraiment intime. Et je comprends qu'on n'ait pas envie d'étaler. C'est comme quelqu'un qui sur Facebook étalerait. Bon, tout le monde étale son assiette maintenant, ce qu'il mange. Mais je n'en ai pas encore vu qui étalent leur pharmacie. Ça c'est vrai. Mais à ce niveau-là, et moi je pensais plus loin aussi, c'est au niveau de parfois le manque de confiance dans son œuvre aussi. Je vais dire, j'ai des textes qui étaient clairement des expérimentations de style ou quoi, que je me dis, tiens, ça me parle, ça me fait quelque chose à moi quand je relis, mais je me dis, tiens, c'est pas le plus grand art qui existe, je suis sûr qu'il y a des écrivains qui font mieux que ça. Là où il y a d'autres trucs, je me dis, oui, ok, ça tient la route, je peux tout à fait mettre sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas justement profiter de l'expérience des autres et avoir cette
je vais dire, calme ou confiance en soi, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se tromper, qu'on peut être ridicule, que tout ça, on nous a appris à ne pas être ridicule à partir de l'école, tu vois. On nous a appris à être parfait et du coup, on n'ose plus rien. Ne pas nous montrer nos faiblesses aussi. Surtout. Exactement. Moi, notre vulnérabilité, ouais, j'aime bien ce mot. Complètement. Moi, je trouve que les plus belles œuvres sont les œuvres qui, entre guillemets, sont sincères parce que justement, on reconnaît l'artiste qui est à travers ce qu'il a créé, justement. Donc, c'est très personnel. Ok, ouais. Et donc, ouais, clairement, c'est contre nature de tout ce qu'on nous apprend. On nous apprend à montrer nos faiblesses, à ne pas montrer nos faiblesses, à ne justement toujours être dans le paraître bien, paraître correct. Et c'est déjà une étape de montrer ce qu'on crée, surtout en plus quand c'est vraiment quelque chose qui intimement nous tient cher. Je pense aussi. Je pense que c'est une récupération justement de cette complétude de soi-même, parce que quand on a été éduqué à être parfait, on élimine des choses de soi. Et tant qu'on élimine des choses de soi, on ne peut pas être dans une création authentique. J'aime beaucoup Basquiat, justement, qui était très authentique et académiquement, ces tableaux n'ont aucun sens. Mais il y a une émotion, il y a quelque chose de fantastique qui sort de ça. C'est comme, je pense que ça s'appelle l'art premier, c'est donc les handicapés ou les enfants, je ne sais pas quel est le terme exact et ça n'a pas d'importance, mais tous les dessins d'enfants ou d'handicapés ont une émotion, une franchise et une authenticité. Et Picasso avait dit, je vais passer toute ma vie à redessiner comme un enfant, justement. Et je te rejoins, je suis d'accord avec toi, notre vulnérabilité, parce que faiblesse, c'est de nouveau une connotation honteuse, entre guillemets, tu vois, alors que la vulnérabilité, c'est juste être ce que je suis et j'accepte qui je suis et du coup je ne suis pas vulnérable. J'ai une question pour vous toutes artistes autour de la table. Pour les artistes, et je me considère aussi là-dedans à une époque de ma vie, qui justement se mettent en vulnérabilité dans les œuvres qu'ils font, mais qui croient ou qui s'imaginent que ce qu'ils vont faire, et donc on parlait avoir l'expérience des autres, va être mal vu. Donc du coup, on n'ose pas forcément le montrer parce qu'on a investi presque son âme, par exemple, dans une œuvre, et que du coup, si c'est refusé, c'est limite notre personne qui est rejetée et mise en exil et tu ne sers à rien et tu ne vaux rien, alors qu'on a investi tellement de temps dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour mieux accepter parfois des commentaires qui ne sont pas positifs, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'aime pas l'art, c'est de la merde. Puis qu'est-ce que toi tu crois, il y a déjà trop d'art et ça sert à rien. Et franchement, qu'est-ce que vous faites avec tout ça pour faire l'avocat du diable ou le diable? Il y a beaucoup de choses et très peu de choses à dire en fait. C'est déconstruire tout ce qu'on nous a foutu dans la tête, justement d'humiliant, de rejetant. Et c'est un travail que très sincèrement j'ai entamé il y a longtemps, mais que je comprends que maintenant c'est assez simple. Mais c'est très compliqué, comme toute simplicité, c'est compliqué. Alors ça peut être simple, mais il y a d'autres cas, ça peut être compliqué. Non, je veux dire difficile. Difficile, c'est simple et difficile. Voilà, la simplicité est difficile, parce que c'est exact que compliqué est le contraire de simple. C'est juste reconnaître, j'ai peur d'être rejetée, et c'est pas grave. Parce qu'on en fait des drames, en fait. Et c'est ça le problème. Rejeter en soi, ça devient un problème si j'en fais un drame. Mais si je dis, je peux dans ma tête raisonner et déconstruire la personne face à moi et déclarer que c'est une idiote et un crétin et qu'elle n'a rien compris, et hop, je me sens mieux. Après tout, pourquoi pas, si ça fonctionne, sans devoir attaquer la personne. Je pense que la simplicité, elle est là. Il suffit d'observer les enfants. Ils le font tout le temps, tant qu'on ne les emmerde pas avec notre éducation. Ils se défendent très très bien. En parlant des enfants, je rebondis, toi. Ouais, j'attendais le bon moment. Ah voilà, c'est le bon moment. Voilà, toi. Par exemple, je donne des ateliers d'écriture de slam, toi, aux jeunes. Là, je viens de terminer 2 semaines, là. C'était chaud. Donc, qu'est-ce que je dis aux jeunes? Ici, c'est pas du français. On écrit, mais c'est pas du français, toi. Ouais. Faut sortir du cadre. Je dis, il y a un mot que j'utilise, c'est l'émancipation. Faut sortir de tout cadre. Oubliez le cadre qu'on vous éduque, oubliez le truc qu'on vous dit, fais ci, fais ça. Donc je leur montre une feuille A4,
Je dis, ça c'est une feuille à 4. Il rigole, il dit, qu'est-ce qu'il me fait toi? Ok, ouais. Et je l'écrase. Et je dis, c'est plus une papier à 4. Je suis sorti du cadre. Voilà, c'est une boule. Voilà, c'est un papier écrasé. Et donc, voilà, à force de leur expliquer, et tu leur dis que, parce que nous, dans l'art du slam, on peut utiliser notre ego. Il y a plein de débats qui se disent l'ego, toi. Parce que par exemple, moi, je ne m'appelle pas Akkad. Mon nom de scène, c'est Akkad, le gardien du monde perdu. Oui. J'utilise mon ego. J'utilise un personnage que j'ai créé. Dans le slam, voilà, dans le slam, il y a plein de trucs. Mais c'est ça qui est génial. Voilà, c'est ça qui est génial, toi. Moi, j'apprécie. Ça me rappelle une méthode africaine qui s'appelle l'auto-louange. Le kassala. Oui, où justement, quand quelqu'un dans la tribu était mal, la tribu se réunissait et on lui disait « Parle-nous de toi, de tes qualités », mais justement de façon très gonflée, tu vois. Alors, si tu avais quelqu'un qui était colérique, il pouvait dire « Je suis le feu qui brûle tout, mais le feu reconstruit ». Tu vois, tu transformes tes défauts en qualité et tu ressors de l'art bien dans ta peau. Et moi, je suis persuadée que les gens bien dans leur peau, c'est les vrais pacifistes, au fait. C'est eux. C'est ceux qui sont tranquilles avec eux-mêmes. Et pour ça, le slam, c'est génial. C'est vraiment redonner confiance. Et arrêtons de critiquer ce pauvre ego. Il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, quoi. Oui. Ouais, c'est-à-dire que selon la forme que l'ego prend, ça peut t'aider dans la vie ou ça peut complètement te saboter. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai trouvé des trucs. Ok, vas-y, passe-les. Truc numéro 1. On a un outil fantastique qui est notre corps. Quand je suis dans un ego mauvais, je peux te jurer que je ne suis pas très bien physiquement dans mon corps. Je me sens crispée, rageuse, têtue, mais je le sens, c'est désagréable dans le corps. Et quand j'ai quelque chose qui est bon, en tout cas pour moi, et que je peux constater ne fait pas de tort autour de moi, je ressens une légèreté et une certaine joie. Le corps, c'est un cadeau aussi, tu vois. C'est marrant que tu disais ça parce que ça m'a fait penser à un livre que j'ai reçu de quelqu'un, je dois parler dans le micro moi-même aussi, et en fait c'est Freedom from the Known, donc la liberté du connu de Jiddu Krishnamurti. Ah, oui. Et justement, lui, ce qu'il fait beaucoup, c'est il parle en fait de être dans les simples faits devant soi. C'est-à-dire, au lieu de dire « Ah, j'ai peur de ce soleil » ou « Ah, je n'atteindrai jamais la perfection », il dit « Non, en fait, qu'est-ce que tu vis maintenant à ce moment précis et connecte-toi à ça et accepte-le. » Et c'est à partir de ce moment-là que tu auras peut-être une sorte d'équilibre en toi parce que justement tu acceptes ce que tu vis plutôt que vivre dans d'autres mondes et ne pas voir là où tu es en fait. Mais je voulais le chercher mais j'ai fait tomber plein de trucs, du coup j'abandonne ma recherche. Mais j'avais une autre remarque par rapport au cadre. Quelque part, ce qui est intéressant au cadre, et d'ailleurs, avant qu'on commence, on en a parlé, c'est que ce qui est intéressant au cadre, c'est que c'est une sorte de sécurité, en fait. Et donc là, on rentre peut-être dans un nouveau rôle de l'art, mais c'est que quelque part, quand on enlève le cadre, on est tout à fait dans l'inconnu et on part peut-être à l'aventure ou dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et justement, alors la question que moi je me posais quand j'ai entendu un peu ce que vous avez dit, c'est que oui, mais ça peut être très difficile pour la personne qui justement est habituée à un certain cadre, de lui dire voilà, maintenant t'en as plus, lâche-toi, fais ton délire. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je comprends, c'est l'exemple du papier froissé. Voilà, c'est ça. Ah oui, ce que je suis en train de dire, c'est du coup, bah oui, le fait que le cadre ne soit... Enfin, le fait d'enlever du cadre et le fait que les gens qui en ont besoin, par exemple, comment on gère ça et que justement, il y a des gens qui... Ah oui, voilà, je sais, maintenant j'arrive à ce que je veux dire. Donc, les gens qui sentent que quelque part le cadre ne leur va pas, mais d'une certaine façon s'y retrouvent parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent, comment on s'en libère et comment est-ce qu'on apprend du coup à sortir de son cadre et à vivre en harmonie avec les cadres des autres parfois. Parce que faire ce qu'on veut, hein, moi par exemple mon cadre c'est j'aime bien être nu par exemple parce que je me sens à l'aise dans ce corps-là, mais si je le fais dans la rue, bon, le cadre des autres personnes dans la rue ne vont pas forcément apprécier ça. Donc voilà. Mais du coup tu ne seras pas à l'aise. C'est de l'art. Quoi ça ? Mais du coup tu ne seras pas à l'aise. À cause du cadre des autres, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est ton corps va te parler d'office. Et du coup, ouais, comment est-ce qu'on équilibre ça ou comment est-ce qu'on se permet de chercher son propre cadre parmi des cadres qui ne le veulent pas forcément en fait ? Je pense que
Déjà une chose que j'ai l'impression de remarquer en grandissant et en parcourant ma vie, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression que le cadre, dans tous les cas, est obligatoire. Et, et on l'a intérieurement en nous. Je veux dire par là, par exemple, moi je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui n'est pas bon, je sais au fond de moi, même si je me le cache de temps en temps, ce que j'ai vraiment envie et les choses qui me rendent mal à l'aise, etc. Mais en fait, plus que le cadre, c'est savoir où est-ce que je peux l'explorer. Je pense qu'on peut aller dans ce cadre dans tous les coins et très très loin. On peut en sortir de temps en temps, mais en même temps, on a cette zone de confort qu'on a aussi besoin pour pouvoir se lancer à faire des choses. Et par rapport au rôle dans la société, moi j'ai mon cadre, on a tous notre cadre ici, mais je pense que c'est en fonction de ce qu'il y a dans ce cadre qui va faire qu'on va être aussi bien à l'aise ou pas. Moi, mon cadre, c'est peut-être... dans ce cadre, c'est peut-être une montagne avec une petite forêt et tout ça. Toi, c'est peut-être une ville ou je ne sais pas. Non, j'aime bien la montagne. Ou alors un désert. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les paysages à l'intérieur sont différents et qu'en fonction de comment est-ce que les dessins qui sont dedans se ressemblent, on va pouvoir pousser l'exploration de notre cadre avec le cadre des autres. Je sais pas, c'est une métaphore, mais je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, c'est-à-dire une sorte d'arriver malgré nos différences, enfin c'est peut-être ma conclusion de ce que tu as dit, c'est malgré nos différents points de vue, j'utilise un autre mot que cadre pour le coup, arriver à trouver les points communs. Ouais, c'est ça, c'est le cadre référentiel. Oui, ou tout simplement apprendre à ce que justement les points de vue sont impossibles à comprendre. Je ne peux pas comprendre ton point de vue tant que je serai sur ton point de vue. Ce qui est aussi impossible, parce qu'il faudrait que j'ai accès à toute ton histoire, ta naissance, etc. Donc je pense qu'en rejoignant un peu les philosophes genre Krishnamurti et tout ça, c'est accepter qu'on ne puisse pas comprendre tout ce qu'il y a de l'autre avec bienveillance. Et j'aime bien cette histoire de cadre que j'appelle la zone de confort. Qui sort des zones de confort, je crois que c'est justement les artistes. Et c'est là où tout le monde n'est pas obligé d'être artiste, je veux dire. Tout le monde n'est pas obligé de sortir de ces zones de confort. Mais moi, je sors de ma zone de confort quand j'en ai fait le tour et que je commence à m'emmerder, à faire tout le temps la même chose, tu vois, tout le temps le même programme, tout le temps la même écriture. Alors, je vais sortir de ma zone de confort. Et c'est là où je crois que je peux me déclarer artiste, tu vois, ou créateur, ou créatrice. Mais tout le monde n'a pas envie de ça. Mais je n'en suis pas tout à fait convaincue non plus quand je dis ça, parce que j'observe beaucoup, et je vois que beaucoup de personnes ne sortant pas de leur zone de confort, alors qu'ils s'y emmerdent, s'y sentent mal, souffrent, se plaignent du matin au soir, finissent par sombrer dans des déprimes ou des abus addictifs, des burn-out et tout ça, tu vois. Alors que, pourquoi pas faire des expériences dans une certaine zone de confort. Imaginons une drogue quelconque, mais à un moment donné, elle détruit. Parce que voilà, on en a fait le tour et il n'y a plus rien qui en sort. J'ai observé ça avec des musiciens, des auteurs-compositeurs qui ont créé des choses fabuleuses et puis ils ont touché la drogue et il n'y a plus rien qui est sorti de leur création. Ils ont tourné en rond dans leur propre truc, quoi. Ils n'ont rien créé de nouveau. Ils ont eu un sommet et puis ils n'ont pas dépassé le sommet. Pour moi, Elton John, par exemple, a touché à toutes ces drogues. Il a eu un départ, faut aimer ou pas aimer, mais musicalement et tout ça, c'est très bon. Puis tout d'un coup, c'est devenu d'un banal, quoi. Il n'a pas dépassé son genre, son style. Mais la question que moi je me pose, il y a eu, dans ce que tu as dit, il y a eu plein de trucs très intéressants et j'espère pouvoir tous les retenir. Je crois que la première question qui me venait, c'était par rapport... les artistes sortent des cadres. Du coup, pourquoi est-ce que c'est important du coup de sortir du cadre et de ramener quelque chose ou pas? Donc quel est le rôle par rapport à ça? Puis deuxièmement, par rapport à Elton John, ce que moi je remarque, et moi je pense à Santana, c'est qu'en fait à un moment, il y a ce moment où c'est pas que tu as tes enfants et ta routine et ta zone de confort et tu as besoin de chaussures en diamant et donc tu fais tes petits trucs que tu sais que tes fans vont acheter et tu ne prends pas la tête. Et donc est-ce que c'est vraiment les drogues? Alors c'est ça ma question. Et une autre question par rapport aux drogues, c'est pourquoi est-ce que pour vous il y a une telle engouement par rapport aux drogues
et les artistes, parce que bon, c'est vrai que tout le monde s'imagine, je crois, je me trompe peut-être, mais beaucoup de gens s'imaginent, ouais, c'est vrai, qui dit art dit fou et drogué. Pas toujours. Mais exactement, pas toujours. Clairement, non, pas mais toujours. beaucoup Je de dirais gens même s'imaginent. plutôt pas systématiquement. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ne touchent pas aux drogues. Ouais, Moi, je n'y touche pas, ça m'a jamais intéressé. C'est pas que ça. Bon, je connais un petit peu le cannabis, mais voilà, je veux dire, C'est une drogue je trouve que l'alcool est une drogue plus dangereuse que ça. Je dirais même que le sucre est une drogue plus dangereuse que ça. Et Oui, pardon, je me suis laissé. En fait, donc, pour recontextualiser les choses, comme ça vous êtes au courant, j'ai eu un flag sur YouTube me disant ah, tu as pris des musiques d'autres personnes. Du coup, je me suis laissé composer, je me suis totalement laissé aller. Et ceci, c'est le morceau Communion porn inutile. Et donc, c'est vraiment genre en mode on est là et on est bien et on se laisse aller dans l'énergie de Kutk. Et oui, on vit des choses. Mais je me dis que c'est peut-être pas le moment de mettre celui-là. Non. Parce que je vais mettre Satie, tiens. Parce que je me dis que Satie. Ça me fait penser au cheval. Vaut mieux pas. Cheval. Voilà. Mais ouais, mais alors, bon, je vais avouer que moi j'ai quand même essayé quelques drogues qui pourraient être considérées dures. J'espère que le gouvernement ne me tombe pas dessus. non. Et ce que moi j'y ai trouvé, mais bon, entre-temps j'ai complètement arrêté, c'est que justement ça m'a sorti de mon cadre de pensée, en fait. Oui, je pense que tu peux utiliser ces produits-là si tu sors à un moment donné, que tu tournes en rond et que tu vois que ça ne t'apporte plus rien. Et c'est à ce moment-là où il faut peut-être beaucoup de force, beaucoup de puissance, où j'aime bien parler aux gens, où je continue à me dire j'aime sortir de mes zones de confort, ça me fait du bien. Chaque fois que je recommence une vie, ça m'excite parce que je me jette dans le vide et que c'est beaucoup plus excitant que tout le reste. Et c'est juste le passage de la frontière, là. On a un cercle et puis on touche le cercle et alors là c'est un petit effort, et puis hop on tombe on croit un vide, mais en fait c'est un autre cercle qui est tout aussi sécurisant. On est en train de créer un autre cadre, tout simplement. C'est pas chaque fois je quitte ma zone de confort, je saute dans le vide, non, je vais de zone de confort en autre zone de confort. Mais il faut un cadre, j'en suis certaine aussi. J'aimerais revenir à l'alcool. Ouais. Donc là, je parle de mon expérience musicale. C'est que ce qui est important en musique, en fait, c'est parce que en fait, c'est très scénique. Mine de rien, c'est presque comme le théâtre. T'es sur scène et comment tu te postures, est-ce que tu souris au public, est-ce que tu interagis, tout ça, c'est des trucs importants. Bien sûr. Et le fait de quelque part, donc c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que, et Elias, tu peux peut-être en dire plus, mais il faut être dans un état d'esprit où en fait, tu te laisses aller dans la musique et dans tes émotions et que ce qui est en toi et créer cette alchimie avec le groupe et ressort en fait et ce que l'alcool en fait te permet, c'est justement, enfin voilà, te permet, parce que je mets plein de petits virgules parce que voilà, c'est ce lâcher prise en question où du coup tu lâches tes pensées et tout ça et tu te laisses aller dans le bazar et où du coup tu sens le mieux. Et par rapport à... Donc moi je peux que parler bien sûr de la musique. Oui, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont besoin avant un concert ou qui ont besoin du petit joint avant pour se sentir bien avant de le faire. Bon, moi j'ai fait le chemin du guerrier, c'est-à-dire il faut que j'y arrive sans, tu vois, parce que sinon je suis pas un vrai musicien. Mais voilà. Mais j'y crois que c'est possible. Voilà, mais le lâcher prise en soi-même, on sait le faire. Oui, voilà. Mais du coup, ouais, comment développer un lâcher prise ou pour ces gens qui justement peuvent parfois être accros à tout ça. Bon, en même temps, j'ai des éléments de réponse. Je sais que la méditation m'a beaucoup aidé. Mais oui. Mais ouais, je sais pas. Je pense que alors, ce dont je suis de plus en plus persuadée, c'est qu'il n'y a pas de formule. Vraiment pas de formule. Et c'est au cas par cas. Et que quelque part, tous ceux qui font des études, excusez-moi, je ne vous critique pas, ceux qui nous écoutent, mais n'importe lesquels, okay. On nous bourre de formules dans le crâne. Et tout d'un coup, on se trouve enfin, je pourrais me trouver moi, si j'étais thérapeute, face à quelqu'un, et je me dis, tiens, j'ai pas la formule, je l'ai pas reçue. Et alors, c'est foutu, tu vois. Alors que on a vécu en tant qu'humain, sans études, pendant des millions d'années. Et l'espèce humaine est quand même là, tu vois. Je pense qu'on a tout en nous un instinct et des choses, et c'est de vivre l'instant. C'est ce que disent tous les philosophes, c'est vivre l'instant. Et la meilleure chose à faire, c'est d'instant en instant
poser des questions sans chercher la réponse. C'est être la question, c'est dire, et là maintenant, qu'est-ce que je peux choisir? Il y arrive quelque chose. Et on ne sait pas le savoir, parce que c'est ça l'instant. La connaissance cognitive n'a pas de solution, sauf mécanique, technique. Parfois, ça tombe pile poil pour aider quelqu'un, mais je dirais c'est un coup de chance. Ouais. C'est les intuitifs qui sont les plus aptes à diriger, aider, ou l'expérience aussi. Bon, tu crois que c'est impossible via la logique d'arriver à des solutions? Alors, je vais te poser une question. Moi, j'ai fait des plans et des plans et des plans dans ma vie pour arriver à quelque chose. Hein. J'ai dit, il y aura ci, je vais faire ci. Ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Il y a toujours eu, un aléa que je ne peux pas prévoir, parce que c'est ça, la joie de la vie. C'est que rien n'est prévisible, justement. Et notre société est insupportable parce qu'elle nous veut tout le temps nous foutre dans la sécurité, 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 sécurité et super sécurité. Et des lois, et des lois, et des lois. Et on crève de ne plus vivre, en fait. Et surtout, ce qui est intéressant à ça, c'est que... Enfin, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Seven Masters Plot. Et donc, ça parle de l'écriture et de comment la plupart des histoires sont arrangées. Et justement, ça parlait de... Donc pour le chapitre de la tragédie, il parlait de comment en fait le héros, souvent ce qu'il veut faire, c'est il veut arriver à son état idéal. Et donc la première fois, il y arrive en faisant quelque chose de mal, par exemple tuer cette personne qui n'est pas d'accord avec lui. Et donc tu te dis, ah tiens, ça a marché, peut-être que je dois aller plus loin là-dedans, et continuer là-dedans jusqu'à ce que finalement la réaction ait dit. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce que tu as dit sur le fait des aléas. Et moi, ça m'a fait penser aux échecs. Donc, moi, j'aime bien les échecs, ça fait 3 ans que j'étudie. Et quelque part, bon, c'est pas parfait comme analogie parce que les échecs, c'est un jeu où tu as l'information parfaite. Dans le monde réel, tu n'as pas l'information parfaite, tu as toutes les pièces qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu fais ton plan par rapport à « Ah, ok, moi je fais ça, ok, là j'ai tel avantage, et puis j'aurai tel avantage. » Mais tu joues contre quelqu'un qui, lui aussi, voit... Alors, on pourrait dire que ce quelqu'un, c'est la vie, ou qu'on pourrait dire que c'est... voilà. Et que ce truc-là a ses plans aussi, et en fait, joue sur ce que toi tu fais. C'est-à-dire, c'est un échange, c'est une interaction, en fait. Je fais un truc, ça génère des pensées, ou ça génère des réactions à côté de moi. Et quelles sont ces réactions, et sur base de ça. Et donc... Mais par contre, on peut planifier certaines choses, c'est-à-dire planifier, de mon opinion, on peut planifier les meilleures situations. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, si je mange, je ne vais pas mourir demain, par exemple. Bon, c'est un plan, par exemple, donc je dois aller acheter à manger. C'est plutôt bien. C'est pas planifier tout à l'avance sur chaque jour ou quoi, mais c'est, disons, un plan opérationnel qui est basé sur même pas 2 heures, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc de beaucoup de de toutes nos interactions qui revient souvent, c'est l'équilibre, que ce soit l'équilibre entre drogue, pas drogue, l'équilibre entre l'équilibre entre plan, pas plan, l'équilibre entre sortir des cadres mais être bien dans les cadres. Et j'avais juste envie de dire le mot équilibre. Je te rejoins totalement parce que moi c'est vraiment ce que je constate aussi, c'est qu'en fait tout est une question d'équilibre et que ce soit dans l'excès, ça devient mauvais, que ce soit en trop petite quantité, ça peut devenir mauvais et dangereux. Et moi, l'exemple que j'aime bien utiliser, par exemple, c'est l'air. Si t'en as pas assez, tu meurs. Si t'en as trop, tu meurs quand même. C'est vraiment, c'est vraiment une question d'équilibre. Je rebondis un peu sur la discussion qu'on avait. En fait, je constate que... Parce que j'ai eu cette discussion avec un ami qui, lui... je sais pas s'il se définit comme artiste, mais en tout cas il fait pas mal de choses. Et on avait eu cette discussion justement sur le libre arbitre. Et c'est très intéressant parce qu'en même temps, moi je te rejoins totalement sur ce discours qui est qu'effectivement la vie est imprévisible et il faut vivre le moment présent tel qu'il est. Moi c'est ce qu'on m'a un peu appris en théâtre. Et lui avait une discussion comme quoi, effectivement, si tu regardes le monde de façon très cartésienne, tu peux... Et il y a des gens qui écrivent des livres par rapport à là-dessus où en fait effectivement apparemment le libre arbitre n'existe pas parce que tout est guidé par une raison. Après j'ai l'impression que c'est 2 façons de voir le monde complètement différentes. C'est-à-dire que eux, comme moi je l'ai compris, c'est que ce qu'eux ils disent, c'est un peu ce que tu disais par rapport là tout de suite, c'est que genre en fait
la décision que tu vas prendre à un certain moment dépend de tout ce que tu as vécu auparavant et ça, qui a fait tes valeurs, qui a fait tes visions du monde et tes modèles et tout ça. Et que donc, d'une certaine façon, à partir du moment que tu es né à un certain endroit, dans un certain environnement, quelque part, tout est plus ou moins déjà fait. Je crois que ça s'appelle le déterminisme, matérialisme déterministe, même pas. ou je sais pas quoi. T'as comment ça s'appelle L'adaptatisme. Non. L'adaptatisme déterminisme. C'est un mot inventé. Joël Il de en faut René, comment ça s'appelle le mot, moi j'ai des mots. Enfin bref, ou le déterminisme de notre héritage d'ADN par exemple. Même ça, ça peut être transformé. Il suffit que tu changes ta nourriture et tu as d'autres choix qui sortent de ton héritage d'ADN. Attends, ça s'appelle Ah, ça va me revenir. Bref. Quand ça te revient Joël de René, c'est un des spécialistes. On le voit sur YouTube. Il parle de ça. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est un scientifique. C'est passionnant parce que ça veut dire que justement. Ces deux gars-là sont en train de rigoler sur ma chanson inutile. Très bien. J'ai envie de faire une chicha tout d'un coup. Donc ça, c'est basé sur un raga indien qui s'appelle le raga Bhupali. Je sais même pas si je le joue, si je le chante correctement pour le coup. Oui. Mais ouais, voilà, inutile. Mais je n'ai pas de chicha chez moi. Peut-être que si quelqu'un veut faire une donation du chicha pour les chroniques inutiles, je viendrai un de ces quatre avec le même. J'allais dire quoi? Je rebondis sur un truc, un vécu que j'ai eu. Je vais donner une anecdote pour un peu avec tout ce que vous avez dit. Ma personnalité en fait, c'est plus moi, ma personne avec d'autres gens. En principe, en général, 90%, ma manière d'être marche. Je suis un peu humoriste, j'aime bien rigoler avec les gens, j'aime bien les faire à l'aise, répéter de rire, j'aime bien dire des conneries parfois intelligentes, parfois inutiles, parfois des conneries hors cadre. C'est bien parler dans le micro. Et un jour j'ai rencontré une personne qui est devenue un ami par après, mais j'ai rencontré une personne et on était une bande d'amis. Et cette bande d'amis connaît mon dynamique. Oui. Donc avec moi, ils ont un dynamique à part. Et lui, il rejoint ce groupe et il a un autre dynamique. Et ce qui se passe, c'est que il aime pas ma manière de faire que je faisais avec les autres et qu'il fait, mais lui, il aime pas. Oui. Il prend peur, je vais trop. Alors moi, inconsciemment, je vais encore plus loin avec lui, tu vois. Là, mes potes disent, ouais, attention, t'as fait ci, ça rentre dans un sphère. Tu dis, en fait, avec certaines personnes, tu peux plus être toi. Avec ce genre de personnes, tu deviens quelqu'un d'autre. C'est toujours toi, hein. Tu fais toujours l'humour avec lui, mais d'une autre manière. C'est comme si on était obligé de s'adapter. Donc, et où notre liberté de... C'est dur, ouais, okay. On sait pas, attends, c'est chaud. Tu veux dire. Et Elias est fatigué, clairement. J'écoute. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait là tout de suite sur les cadres, tu vois, genre, ok, toi t'as ta manière de fonctionner qui est pour créer le vivre ensemble ou être bien ensemble, il faut rigoler, il faut s'amuser et ouais, passer des bons moments, tu vois, là où peut-être que lui il a un cadre où non, il faut être sérieux, et il faut être respectueux, il faut être l'ordre, il faut avoir une cravate et il faut se pencher vers l'avant et dire et ouais, en effet, ouais, il peut y avoir des clashs à ce niveau-là quand on a des cadres tout à fait différents. Je veux dire, bon, allez, je vais faire le déprimé. Ouais, je vais faire le déprimé. J'ai envie de le dire, donc je vais le dire. Oui. Bon, regarde les Flamands, 20%, ils votent hyper à droite, quoi. Bon, c'est que quelque part, ils se sentent que, ouais, bon, on a nos cadres et tout, et on se rend compte que quelque part, il y a plein de gens qui se ramènent avec des cadres différents. Ouais, qu'est-ce qui va se passer de notre cadre? Parce qu'ils se rendent bien compte que, ouais, personne parle néerlandais, quoi. Et en même temps, s'il parle néerlandais, c'est le néerlandais hollandais. Du coup, il faut défendre notre culture de tous ces impérialistes venus de plein d'endroits ailleurs qui viennent tuer notre culture et qui viennent parler de l'anglais ou du français ou quoi que ce soit. Bon, je sais pas comment ils pensent. Et d'ailleurs, j'invite un gars qui a voté Vlaams Belang à venir défendre sa position et on va discuter, boire des bières, ça va être cool. Mais tu vois, en effet, voilà, il y a des cadres différents qui font que bon, le gars, il veut rester à la maison, regarder sa télé et il veut pas forcément être dans la rue à discuter avec ses voisins, quoi, tu vois. Et je sais pas, voilà. Si, parce que tu parlais de la personnalité, qu'avec certains êtres, tu n'arrives pas à être toi. Mais de plus en plus, tous les matins, je me réveille, je dis, qui suis-je aujourd'hui ?
Et ça m'amuse beaucoup parce que je me rends compte que je peux être qui je veux, au fait. La personnalité, c'est une étiquette. Je pense qu'il y a une êtreté intérieure qui est au-delà de ça, tu vois, et qui est venue juste s'amuser. Moi, je suis de plus en plus persuadée, en tout cas en ce qui me concerne. Après, on peut évidemment partir, oui, mais va dire ça à celui qui crève de faim là-bas. Non, je suis ici, je parle de moi et je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est très judéo-chrétien, quoi. La culpabilité. Non, pardon, pour rebondir vraiment à l'avant-dernière phrase. Oui, c'est ça. Le délire du oui, mais non, tu peux pas être heureux tant qu'il y a de la souffrance, tu dois souffrir et te sentir mal aussi. Et donc, parfois, tu vois, je suis déroutée aussi de me retrouver avec des personnes où mon masque habituel ou mon rôle habituel, bon, ça va pas. Et ça me déroute, hein, ça me déroute terriblement. Et alors, j'utilise cette question ouverte à l'intérieur de moi, immédiatement je dis mais qui est-ce que je choisis d'être maintenant, et je cherche pas, et vient quelque chose où je me dis waouh, je me serais pas attendue à cette nouvelle attitude d'être et de faire. Là, j'ai pas personnellement des souvenirs précis parce que j'aime bien nourrir d'expériences concrètes par des exemples, mais c'est très très chouette comme expérience parce que c'est vraiment un sentiment de liberté comme je sentais quand j'étais enfant, en fait. Et là, je le retrouve, quoi. Et c'est ce truc, et j'aime bien, toi qui es dans le théâtre et tout, c'est vrai que l'école du théâtre, c'est fantastique pour ça. Parce que justement, on apprend à jouer des tas de rôles et puis on finit par se dire... Qui est le vrai moi, ouais. Mais je voulais rebondir là-dessus, parce que justement, en fait, donc, pour moi, le théâtre, c'est le meilleur outil, enfin, c'est le seul outil que je connais, pour apprendre à se connaître soi-même. C'est le déclic que j'ai eu et qui fait que maintenant je sais que c'est la voie que je veux suivre. Parce que cette philosophie me tient à cœur. Et comme tu disais, oui, à un moment tu as évoqué le mot de masque. Et c'est exactement ça. En théâtre, il y a le principe du masque de verre que tu portes, qui est en fait un masque très fragile et qui est en dessous de tous les autres masques, parce que c'est ton véritable toi, entre guillemets, vraiment... peut-être le plus brut, le plus instinctif, le plus animal et le plus vulnérable aussi, parce que puissant, très puissant aussi. Et très puissant. On peut utiliser les masques, toi. Ah ouais, mais complètement. Et en fait, quand tu es en société avec les gens, on ne se rend pas forcément toujours compte qu'effectivement, on change de masque pour s'adapter, parce que animal social qu'on est, être accepté par les autres. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est quand du coup tu commences à déconstruire tout ça et à te dire effectivement, là je sais que moi intérieurement je suis introverti, mais quand je suis avec telle ou telle personne, mais je deviens complètement extraverti et c'est fabuleux, je suis un autre moi mais en même temps je suis toujours moi, donc et le travail du comédien effectivement c'est tout changer les masques tout le temps, changer le masque et analyser aussi tout ce que tu ressens au niveau du corps, parce que comme tu dis effectivement le corps c'est ton outil avec ta voix et ton texte si tu apprends un texte. Et donc pouvoir analyser, là j'ai le petit doigt qui m'a vibré parce que je sais pas, cette fille qui me plaît m'a frôlé là, voilà, par exemple, tu vois, et ça me fait une sensation, tu vois, et c'est intéressant d'analyser tout ça pour apprendre à se connaître. Pour moi, du coup, pour revenir sur le rôle de l'art, c'est en tout cas un des rôles de l'art, c'est thérapeutique comme tu dis, mais c'est aussi quelque chose qui permet de se construire. Et j'ai l'impression que quand je vois certaines personnes qui n'ont pas forcément eu l'occasion durant leur enfance ou durant... Bon, moi je fréquente beaucoup d'adolescents, tu vois, parce que j'ai 21 ans, je fréquente beaucoup de personnes de mon âge, des enfants aussi parce que je fais de l'animation, et j'ai l'impression qu'effectivement je vois une différence entre ceux qui ont pu se connecter à eux, mais ouais, voilà, c'est ça, pouvoir pratiquer une forme d'art, que ce soit la musique, le dessin, le théâtre, l'expression, le slam. J'en ai fait un tout petit peu avec des enfants et avec des amis qui se disaient non mais j'arriverai jamais à écrire, et pourtant en fait je leur ai juste dit posez-vous des questions sur vous-même, en fait au final j'ai juste fait que dire ça et ça a vachement bien marché, tu vois. Et donc les gens qui ont l'occasion et la chance de rentrer en contact avec ces possibilités de recherche en soi-même, ça, sur le long terme ça se sent, parce que quand tu es adulte et que tu ne te connais pas toi-même ou que tu te renies un peu, ça crée des souffrances. J'aimerais proposer vite, je sais pas pourquoi je propose ce truc, mais j'ai vécu un truc, j'étais dans une pièce de théâtre et en fait le prof en question, ce que lui nous a fait faire, il nous a fait prendre notre
contre-essence ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que toi, avec ta personnalité de base, tu as une certaine essence, et donc on te fait prendre ta contre-essence. Donc moi, par exemple, il voulait que je joue un personnage qui soit en colère et qui soit en rage et tout. Et il a choisi pour une fille qui est en mode patriarcat c'est mauvais, féminisme et tout ce que tu veux. Il lui a fait jouer une prostituée. Elle avait vraiment du mal. Mais elle voulait pas, quoi, elle se sentait vraiment mal. Donc elle voulait pas prendre ce masque, pour le coup. Ça, c'est vraiment, elle se sentait pas bien à ce niveau-là. Je voulais juste raconter ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, si ça vous inspire quelque chose? C'est-à-dire que si tu vas dans un stage de théâtre et que tu n'arrives pas à lâcher tes masques et que tu es confronté, comme cette jeune fille, à quelque chose qui la touche profondément, genre, voilà, qu'elle se pose des questions elle-même, tu vois ce que je veux dire. On peut comprendre que peut-être il y a des vécus, il y a des histoires, tu vois. Moi, je ne pense pas trop au hasard non plus. Je pense que tout est synchronicité. Le prof l'a fait exprès. Pour le coup, voilà, ça, parce qu'il savait qu'elle est comme ça. Mais elle aurait, en tant que féministe, antipatriarcale, il aurait pu lui donner un autre rôle que celui-là, tu vois. Ouais, il est allé dans oui. C'est la question de la bienveillance dans l'art. Est-ce que tu veux faire... Il y a différentes manières d'apprendre, en tout cas en théâtre. Tu peux être très bienveillant et prendre des gants de velours avec les gens, ou alors avec des gens où tu sais qu'ils sont là vraiment pour apprendre. Par exemple, d'exercices que tu peux faire au conservatoire où tu as des choses assez poussées et où là on va être trash et on va te dire vas-y, mets-toi nu sur scène. Non mais c'est vrai, ça se fait. Et c'est vrai que quelque part ça doit être le genre de truc. Un exercice qu'on a fait à ce niveau-là, c'était c'est crade en fait. Alors l'idée c'était de provoquer une réaction chez la personne. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on dit provoquer une réaction, tout le monde s'imagine aller dans l'insulte ou quoi que ce soit. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Justement, moi j'ai fait une blague toute conne et la personne a rigolé. Et en fait, l'exercice c'était tu provoques la réaction et tu analyses toutes les petites choses qui se passent au niveau du corps. Donc c'est un exercice hyper bizarre où déjà tu provoques la réaction chez la personne, mais ensuite tu analyses chaque petit truc qui se passe et tu dois dire il y a eu un mouvement à droite du coude, il y a eu il y a eu un rictus ici à tel moment, et puis ensuite la respiration s'est accélérée. Et donc on faisait ça. Et donc en fait, il y avait un double sens dans cet exercice. C'était premièrement apprendre à observer, et puis deuxièmement apprendre à être observé, et être à l'aise avec être observé, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est genre on va me provoquer et en plus tout le monde va m'observer, vraiment me scruter au moindre détail, et donc ouais ça rejoint ça. Ouais, si tu vas faire ça en plus d'être nu, ça doit être vraiment le truc. Ok, là je suis à l'aise avec tout. C'est trash, hein. Mais probablement j'ai fait un peu de théâtre aussi, comme ça m'amusait beaucoup. Et c'est vrai que si l'idée de faire du théâtre est de devenir acteur ou comédien, il faut lâcher son propre masque pour pouvoir bien jouer le rôle. Et donc des provocations comme cette jeune femme a reçues, ça peut être vu comme ça. Es-tu capable de lâcher ton masque jusqu'à jouer ce rôle-là? Sinon, moi, j'ai pas envie de juger la situation. Ça peut être très brutal et t'es pas prête. Oui, clairement. Mais une fois que tu veux vraiment être professionnel et que tu arrives jusqu'au conservatoire, ça veut dire que tu as déjà passé certaines étapes et que tu es prêt aussi, tu vois. Mais je sais plus, je voulais dire quelque chose d'autre. Oui, mais oui, la bienveillance. Enfin, si je peux peut-être essayer de faire la fin de ta phrase. Mais oui, en effet, la bienveillance du professeur par rapport à... Et c'est cool parce que ça lance un nouveau sujet qu'on n'a pas trop abordé, l'éducation artistique. Mais donc la bienveillance du professeur par rapport à ses élèves. Éducation artistique, parce qu'on a parlé de cadre, on a parlé d'éducation, des cours et des leçons. Voilà. Je m'imagine que toi, à CAD, pas vraiment. Moi, en fait, pas vraiment non plus. En musique, j'ai commencé seul et c'est par après, quand je me suis dit, bon, là, j'ai peut-être besoin d'aide, que je suis allé chercher des trucs très pointus. Et donc, je suis même passé au conservatoire à un moment. Elias, je sais pas si toi, t'as commencé par l'académie ou si t'as commencé par toi-même. Enfin, je sais pas comment toi, t'as commencé, Catherine, mais qu'est-ce que ça vous inspire, l'éducation artistique? Moi, je veux dire, depuis que je suis petit, en fait, déjà en 5e primaire, j'étais genre illettré, toi. J'étais hyper renfermé, hyper timide. J'étais pas comme ça hyper dynamique, hyper éclaté, toi. J'étais vraiment posé. Donc en 5e primaire, la prof, pendant une année scolaire, il me met un paquet de plasticine. C'est quoi plasticine? C'est plasticine. C'est pour faire des sculptures. Sculptures. Okay. Il m'a dit voilà, j'ai pas le temps de t'occuper, toi, paf. Et moi, j'ai commencé à développer une créativité que j'ai découvert plus tard. Donc j'analysais tout le monde et je faisais ça. Et où je voulais en venir. L'éducation artistique. Voilà. Donc j'ai créé des trucs tout seul. Donc plus tard, vraiment à 18-19 ans, je découvre que je suis hyper autodidacte.
j'apprends tout seul. Il suffit que je regarde, j'observe et je le fais directement comme un professionnel, toi. Donc j'ai développé ce truc-là, j'ai appris de moi-même tout, toi. Après, ouais, j'ai assisté des petits ateliers aussi pour un peu peaufiner, voilà, sans plus, sinon c'est le seul truc que j'ai fait. Mais mon parcours est un peu comme ça aussi. Ah pardon. Non, vas-y. Oui. Mon parcours était un peu comme ça aussi. En fait, j'adorais la musique et bon, j'en ai déjà parlé la fois passée. Et en gros, à 19 ans, mais très tard, en fait, j'ai commencé finalement à apprendre sur cette guitare-là que vous voyez d'ailleurs. Oui. J'ai commencé sur celle-là. Et donc ouais, j'ai commencé à apprendre la guitare et ça a fait plein de trucs où je suis passé après la musique, je suis passé à l'écriture et puis je suis passé au théâtre et puis impro et bon maintenant philosophie et d'autres trucs et puis qui sait d'autres stratosphères. Mais ouais, ce que je trouvais intéressant et surtout au conservatoire j'ai vu ça, c'est comment le prof en fait il se croit maître. Moi, j'apporte j'apporte le vrai art à ces trucs. Et du coup, parfois, se permet des comportements assez odieux. Donc, pour donner un exemple concret, moi, quand j'étais au conservatoire, j'avais 25 ans, 26 ans. En même temps, je faisais l'UNIF. Et donc, j'étais un humain plus ou moins formé. Tu vas pas me dire la vie, quoi, tu vois. Et ouais, il y en a certains qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fous ici, François? Tu fais pas du jazz, c'est de la merde, c'est pas de la musique. C'est des trucs que j'ai vraiment entendus, quoi, tu vois. Alors, moi, ça va, j'étais déjà formé, donc je blaguais au tout. Ah oui, toi, t'es un expert de la musique, ça se voit, tu sais c'est quoi, blablabla. Donc, et donc, certains appréciaient le fait T'avais la niaque. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, t'avais d'autres gens de 18 ans, hein, les parents qui sont pas forcément pour le fait qu'ils fassent de la musique, qui sont là, ils arrivent là, ils entendent ça, et ils sont... Ouais, exactement. Il y a Lucas qui fait un bon sabre, qui fait schlack, et qui sont démontés, et que je les revois par après, et qui sont là. Ah ouais, putain, moi je sais pas, je fais plus vraiment de musique parce que je le sens plus trop. Voilà ma petite pierre que j'ajoute à cette discussion sur l'éducation artistique. Moi, tu me lances sur le sujet de l'éducation, mais il te faut 3 émissions. Parce que... Alors, le système actuel. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de tout ce système maître-élève. Je ne sais pas si vous connaissez la Summerhill School, qui est une école anglaise qui a plus de 100 ans, fondée par un homme qui était contre le système éducatif. Et son principe, c'est il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'obligation, il y a juste un vivre ensemble, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élèves, il y a des membres. Et tout le monde participe, si tu veux, au vivre ensemble. Ils sont là, c'est évidemment des écoles anglaises, ça coûte évidemment des fortunes, hélas, mais ils sont à la disposition du désir de l'enfant, de ce qu'il veut apprendre. Et c'est dans l'émulation et c'est dans l'encouragement. Tandis que le système éducatif ici qu'on nous met en avant, c'est, comme tu dis, coup de sabre, partout. Il ne reste rien. On commence par couper les oreilles, le nez, la bouche, enfin bref. Et puis le cou, enfin, et c'est des pauvres cadavres qui restent et qui sont morts. C'est horrible. Je déteste ça. Vraiment, si j'ai de la violence, c'est envers le système éducatif. Moi, je suis née dans un milieu artistique, c'est-à-dire que toute la famille de ma mère est artiste, toute la famille de mon père est artiste. Et malgré ça, j'ai quand même dû tenir tête parce que ils ont eux aussi des peurs que sans diplôme, on ne réussit pas dans la vie. Et pour te prouver à quel point... moi, je suis têtue comme une père m'a mule. insulté. Voilà. Et je suis arrivée... j'ai doublé 4 fois, parce que je suis dyslexique, dyscalculique. À l'époque, ça ne se connaissait pas. Ouais. Donc j'ai doublé 4 fois. Je suis arrivée en dernière année d'humanité à l'âge de 21 ans. Et j'en avais ras-le-bol de ce truc. Et la majorité était encore à 21 ans à l'époque. Et donc, la dernière année, je m'amusais bien avec mes copines, mais j'en avais rien à foutre des cours. Donc, je prenais mes peintures, j'étais en classe, je tournais le dos aux profs et je faisais le portrait de tous les élèves dans la classe. Il se fait que ces profs n'étaient pas complètement idiots. Désolée, professeurs qui m'écouteraient, mais je reconnais votre bonne volonté. Néanmoins, ils ont accepté ça. Et je n'ai étudié aucun examen. Je rentrais, parce qu'à l'époque, c'était à l'oral. J'ouvrais la porte, je disais, mettez-moi 0, je ne veux pas passer. Et on m'a dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je veux vous prouver qu'on peut vivre sans diplôme. Bon, c'est pas évident, mais il faut du caractère. Je reconnais qu'il faut du caractère. Après tout, j'ai un frère qui a eu des très bons diplômes et qui a travaillé dans une société, et c'est le plus malheureux de tous mes frères et sœurs. Il n'a pas fait ce qu'il aimait. Mais il a très bien réussi ses études, tous les 3 aussi d'ailleurs, sauf moi. Bon.
Mais donc pour l'éducation, alors comment j'ai appris? En travaillant, c'est tout. En travaillant, en essayant, en chipotant. Et puis j'ai eu comme toi des conseils à gauche et à droite de gens, mais des simples conseils. Parfois c'était un petit truc, mais qui était essentiel pour tout. Par exemple dans le portrait, je suis reconnue comme faisant les regards vraiment vivants. C'est un petit truc, je ne veux pas le dévoiler, mais c'est tellement simple. Mais c'est un autre artiste qui me l'a donné. Je l'ai pris et ça y est, c'était fait. Tu veux dire c'est vraiment une simple technique une fois que tu la sais. C'est une simple technique. Une fois que tu le sais, voilà, j'ai pas dû faire des longues études pour arriver à ça. J'ai juste me trouvé comme toi, comme tu dis, en tant qu'autodidacte. Paf, on arrive à une limite, on n'arrive pas à se dépasser. Et l'autodidacte va chercher un conseil chez un autre qui est toujours heureux de le donner. Et avec les profs attitrés qui n'ont pas l'air d'être heureux d'apprendre puisqu'ils cassent et ils sacent. Moi, c'est d'une tristesse, quoi. Ce que j'adore avec ces émissions, c'est qu'on ne peut être pas politiquement correct. Oui, non, mais à l'aise. Moi, je ne supporte pas la cambre, par exemple. Je ne supporte pas la cambre. Mais je crois que ma tante donne cours, là. Oui. Je crois. Mais ça dépend dans quel niveau. Mais je sais pas, pas. Il faudrait d'abord que je vérifie si c'est bien le cas ou pas. Mais je vais quand même, je vais quand même me permettre de défendre les profs. Oui. Des fois, en plus, je donnerai mon point de vue sur l'éducation artistique. Ok. Non, mais je me dis que quelque part, si tu es... Alors, là pour le coup, tu as beaucoup parlé de l'éducation, mais pas artistique, parce que je suppose... En général, c'est la même chose partout. Ouais, mais bof, soit. Et là, donc, je vais répondre sur les éducations en général. Je me dis qu'avoir une classe de... Et je me dis que dans le temps, c'était même 40 élèves ou quelque chose comme ça. Hallucinant, oui. Oui, c'est ça. Bon, une classe de 40 élèves avec... Bon, donc c'est des élèves qui sont des gamins avec la puberté peut-être et d'autres petits trucs parfois. Oui, le système qu'on a utilisé jusqu'à présent, bon, c'est le système industriel. Et d'ailleurs, notre prof de sociologie au conservatoire, il en a beaucoup parlé. C'est un peu un mode à l'industriel, en mode, ok, on veut des gens qui sachent faire ceci, une fois qu'ils sortent. Du coup, on va les taper quand ils font mal et on va leur donner des petites étoiles quand ils le font bien. Et voilà, et on essaye d'avoir 80% de réussite et les 20%, c'est bon, ils seront éboueurs et voilà. Et donc je me dis que pour un prof qui a 40 élèves à gérer, c'est difficile de faire du suivi un par un, même s'il est de super bonne volonté. Mais c'est pas de sa faute, tu as tout à fait raison. J'ai eu des excellents professeurs quand même en primaire qui avaient la vocation, mais ils étaient d'une bonté. Ils ont... C'est vrai que 40 élèves, c'est impossible à gérer. Moi, je me suis occupée à un moment donné, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie, mais d'enfants de 1 an à 3 ans. Et j'ai vécu dans une communauté bouddhiste. Et à ce moment-là, on avait décidé de partir en vacances un petit peu pour souffler. Et on était 2 à s'occuper de ces 2 enfants. Il n'y en avait pas beaucoup, on était 10, tu vois. Et la fille qui m'aidait, elle avait décidé de ne pas faire les nuits. Donc moi, j'avais fait toutes les nuits avec ces enfants. Résultat, je n'ai pas dormi pendant 10 jours parce qu'il y en avait un qui se réveillait, un autre qui s'essayait, un autre qui c'est là. Eh bien, je suis la femme la plus douce qui soit. À un moment donné, j'ai failli gifler un enfant. Je ne pouvais plus me contrôler. J'étais épuisée. Donc, je comprends parfaitement. C'est nature humaine, quoi. Je comprends parfaitement que les professeurs qui ont des classes comme ça et qui sont avec vraiment une vocation, une bonne volonté, soient débordés, fatigués. Mais c'est la faute, pas des profs, de cette société. Foutons la paix aux enfants, quoi. Mais foutons-leur la paix. Il y a même, dans l'éducation, il faut écouter André Stern, c'est du unschooling. Il n'a jamais mis les pieds à l'école, ni lui, ni sa sœur. Et c'est vrai que les enfants, quand on les observe, n'ont qu'un seul... Ils ne jouent pas, ils apprennent. Tout ce qu'ils font, c'est de l'apprentissage. Tout, le jeu, c'est de l'apprentissage. Une fois qu'ils en ont fait le tour, qu'ils ont compris, ça ne les intéresse plus. Et c'est logique. Après, on dit oui, concentre-toi. Non, l'enfant a fait le tour. Ou il ne comprend pas. Et il se rend compte que de faire des efforts, il ne comprend pas. Il n'est pas idiot. Il arrête de faire des efforts pour quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est tout. Et il va vers quelque chose qu'il va comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je crois que ce que nous, on peut faire, c'est déjà pas mal d'en parler. Oui. C'est vrai que l'éducation, c'est tout un sujet... Ah, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Mais ton truc de communauté bouddhiste, ça m'intéresse. Sur l'épisode de spiritualité, je t'inviterai. Ouais, tu peux m'inviter sur tous les sujets. Ouais, c'est ça. L'éducation artistique, je voulais dire. Moi, sur l'éducation artistique, en fait, j'ai perdu mon idée de base, mais j'ai rebondi sur ce que tu vas dire. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les enfants sont chaotiques. Quand je dis chaotique, c'est-à-dire que justement, ils font ce qu'ils veulent et effectivement, tout ce qu'ils font sont apprentissage ou alors
interaction sociale aussi. Parce que... Oui. Mais c'est un apprentissage aussi, hein, donc les deux se rejoignent. Et effectivement, en fait, dans une société où ils feraient ce qu'ils veulent, je pense qu'on aurait des êtres beaucoup plus moins formatés. Beaucoup moins formatés. Parce que là, le rôle de l'école et d'éducation, c'est de concrètement formater les gens à la société. Complètement. Après, la question que je me pose, c'est aussi parce qu'en fait, à partir de l'adolescence, et ça c'est quand même plus ou moins démontré, et même dans mon parcours à moi, je le vois, à partir de l'adolescence, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même un certain tabou qui commence à s'installer. Un tabou que même les adultes gardent à partir d'un certain moment, parce que, en fait, ils ont... Un tabou par rapport à quoi? Tabou par exemple au niveau corporel, au niveau si les autres ne m'acceptent pas, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vois des enfants parfois qui même encore plus jeunes, tu vois, sont en larmes pour un rien du tout, parce que pendant une heure, dans une heure ils seront de nouveau meilleurs amis, tu vois, comme ils disent, mais là elle m'a poussé, elle a cassé mon truc et elle veut pas que je joue avec moi et je me sens exclu. Et ils sont en pleurs, vraiment. Mais il y a une raison biologique pour ça, hein. C'est-à-dire que du temps où on vivait dans les tribus, donc l'animal est un cul-de-bête, je sais pas comment on dit cul-de-bête en français, un animal de troupeau. Oui, et donc grégaire. Grégaire, merci, super. Donc un animal grégaire, donc ça veut dire que en fait, la communauté protège le tout. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a certains qui sont éveillés, qui regardent, certains font à manger, certains font ceci. Et donc, pour le coup, si tu es exclu, ça veut dire être en exil. Ça veut dire que tu es seul dans une jungle ou dans la savane. Ça veut dire que tu es une proie, en fait. Et donc, au niveau survie, l'exclusion sociale est expérimentée est vécue comme une mort, en fait. Parce que c'est mort. Si tu es exclu, tu vas mourir, en fait. Ouais. Et donc, oui, donc ça, on sait que c'est plus ou moins génétique que la réjection. Et donc, oui, bien sûr, il y a des gros mecs avec des barbes qui se prennent au sérieux, qui contrôlent la société, qui disent « Ah bah c'est bien, on va utiliser cette peur de la mort pour créer la société qu'on veut. Moi je suis le roi, j'apporte la sécurité, ils se sentent bien. » Putain, je suis en train de faire l'activiste, c'est marrant. Donc voilà, c'était juste pour rajouter la question à se poser, du coup, c'est est-ce que l'éducation est comme ça parce que instinctivement, quand les enfants grandissent et tout ça, on a peur de cette exclusion, et donc on se formate pour pouvoir rentrer dans le rang et que tout va bien et ça va, j'ai mon cercle d'amis, tout va bien, ouf, je suis sauvé. Ou est-ce que il y a moyen de changer cette peur pour justement avoir une éducation peut-être un peu plus entre guillemets chaotique, mais dans le bon sens du terme, parce que le chaos c'est pas mauvais. Et moi je pense que du coup pour revenir à l'éducation artistique, elle peut aussi bien servir l'un comme l'autre. Parce que moi, typiquement, comme tu disais aussi, moi aussi je reviens vachement de loin et le théâtre ça m'a vachement aidé pour ça parce qu'à la base j'articule très très mal, je sais pas si je suis dyslexique, mais voilà, vraiment pour m'exprimer et tout ça j'avais beaucoup de difficultés et c'est pour ça qu'on m'a mis au théâtre à la base. Mes parents m'ont mis au théâtre en mode il faut que tu fasses une activité extrascolaire et en même temps ça peut te servir et je le reconnais totalement. Là maintenant, et j'ai même des amis qui me le disent, j'arrive à m'intégrer socialement parce que j'ai une certaine aisance à m'exprimer, à savoir dire ce que c'est. Et donc, cette éducation artistique que j'ai eue m'a permis de m'intégrer et de rentrer dans le rang d'une certaine façon, mais aussi, elle m'a permis de m'émanciper. Voilà, émanciper. Parce qu'en même temps, comme je disais, un peu plus tard, vers la fin de mon adolescence, enfin, non, je suis peut-être encore ado, je sais pas, bref, vers 18 ans, quand j'ai fait les cours préparatoires pour le conservatoire, c'est là où j'ai eu mon déclic. Et où en fait j'ai vécu l'instant présent, j'ai fait mais en fait j'ai le droit d'être moi-même. Voilà, c'est ça, j'ai le droit d'être moi-même complètement. Donc c'est ça à ton âge, c'est pas mal. Moi je vais bien plus tard. Moi très 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 tard. Non mais félicitations, enfin, je sais pas. J'ai envie de le dire. Mais donc voilà, c'est pour dire que même l'éducation artistique, tu vois, qui est un très bel outil, peut aussi bien servir à rentrer dans le cercle et en même temps à t'émanciper complètement et à récupérer son côté enfantin. Merveilleux paradoxe de la vie. J'ai envie de dire quand même, pour ceux qui stressent ou qui se posent des questions, vous avez le droit d'être vous-même. C'est quand même une phrase que je trouve importante. Voilà, de ce que tu as dit. Merci de l'avoir dit. Moi j'ai découvert à 27 ans.
Avant, j'étais un mouton, je suivais tout. Bah, c'est encore jeune, hein. 27 ans, tu découvres ton indépendance. Moi, je dirais 40. Ouais. Non, et moi, parfois, à ce niveau-là, et pour revenir à ce que tu disais, pour le coup, disons que j'ai l'impression que le rôle de l'éducation... donc, allez, moi, éduquer, je vois ça un peu comme dresser, tu vois, dressage. Oui. Ouais. C'est l'éducation à ce niveau-là, je trouve, a ce rôle en fait de faire fonctionner la personne en société. Alors que ce qu'on peut facilement observer, c'est qu'en effet, selon les sociétés, l'éducation se passera différemment. Un parent indien va dire autre chose qu'un parent belge à son enfant, tu vois. Et donc voilà, c'est former en fait la personne à fonctionner dans sa société dans laquelle elle est, et donc ça veut dire apprendre à lire et écrire s'il faut, apprendre à calculer si c'est important, quoique la trigonométrie c'est peut-être pas pour tout le monde, mais Je sais pas c'est quoi. donner un élément de réponse, c'est genre sinus et cosinus, tout ça. Mais tu sais, je pense que si on arrivait à voir ça sous l'angle inverse, on dit que l'école formate à la société, moi je dis le contraire, l'école crée la société, et le jour où tu changes d'éducation, tu as une autre société. Complètement. C'est tout. Mais est-ce que la société veut qu'on change d'éducation? Je me dis que quelque part, si tu regardes la politique en Belgique, on a bien le status quo, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas par le côté politique. Oui. Il y a de plus en plus, et je les ai rencontrés, et à partir du moment où c'est devenu un sujet qui m'intéresse, j'ai pu constater qu'il y en a beaucoup qui le font, qui retirent leurs enfants de l'école. Cool. Et qui font ce qu'on appelle l'éducation à la maison. Ouais. Alors, certaines personnes disent oui, mais il faut avoir les moyens. Non, ils se sont organisés pour avoir ces moyens. Ça demande des sacrifices, entre guillemets, en effet. Ça demande un nouveau style de vie. Ça demande de renoncer à un certain confort, confort. Ouais, tu déposes tes enfants à l'école, tu vas travailler, et puis tu vas les chercher, ils s'occupent, ils les nourrissent. Mais du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des économies aussi qui se faisaient. Parce que mettre des enfants à l'école, aller travailler, il y a des frais aussi autour de ça. Donc bref, il y a moyen. Et c'est comme ça qu'on va peut-être, que les choses pourraient changer. C'est jamais, ça je l'ai observé, il suffit d'observer, c'est pas le monde politique qui change les choses. C'est pas les vendeurs qui changent les choses, c'est les consommateurs. Mais en fait, quand je faisais cette remarque par rapport à la politique, je prenais la politique comme exemple, mais quelque part, je me dis que la personne qui a son diplôme, qui est par exemple médecin et qui se dit « Ah ouais, moi l'éducation, ça a marché pour moi, regardez, je suis médecin, je suis sérieux et important. Oui. Moi je veux que mes gosses aient la même chose, le système il marche quoi, il faut le garder comme il est. » Bon, je fais une caricature. Oui. Et donc pour moi à ce niveau-là, ça dépasse même la politique et ça dépasse même tout ça, c'est quelque part, tu parlais des consommateurs, même les consommateurs eux-mêmes, certains ils se disent, et donc là... oui, si je peux avoir, je sais pas moi, mon hamburger à pas cher et que c'est amené à la maison, ah oui, ça marche, c'est quand même cool. Oui, mais c'est lui qui fait marcher la machine, c'est le consommateur. Une bonne frite avec la sauce mayonnaise. Et tu sais, c'est un peu le système d'un balancier. Tant que tu touches le balancier, il balance. Le jour où tu dis non, il m'intéresse plus et que tu vas toucher un autre balancier, c'est ce balancier-là qui va avancer et bouger, tu comprends ? La vie est vraiment mouvement tout le temps. Hein. Tout le temps, ça, vraiment, il ne faut pas l'oublier. C'est mouvement. Mais il suffit d'enclencher, nous, le mouvement. C'est pas de dire, s'il te plaît, pousse-moi, pousse-moi. Non, je vais avancer jusqu'à ce que je me cogne à toi et je vais peut-être te pousser et me pousser. Et c'est ça que j'aime pas dans notre société, c'est ce côté justement patriarcal. Papa, je m'occupe de vous, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre confort, on s'occupe de vous endormir, on vous occupe de vous dire ce que vous devez penser. Regardez bien la télévision tous les jours et 4 fois par jour, écoutez les nouvelles qui sont les mêmes. En Europe, quand il y a une catastrophe, c'est le même truc. Non, il faut quand même... Récemment, j'ai vu un truc, c'était les immigrés qui arrivent sur les plages en Italie gâchent les vacances des gens. Oh mon Dieu. Moi j'étais là, oh mon Dieu, ça c'est pas de la propagande moderne. Mais soit, j'aimerais vous, donc de ce qui tout s'est passé jusqu'à présent, donc rôle de l'art, il y a eu l'éducation, il y a eu changer les cadres, même changer la société, qui dit changer cadre, changer société. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, le rôle de l'art pour le public.
On n'a pas parlé du public. Ah, ça. Parce que moi, justement, j'y réfléchissais et je me demandais. Voilà. Donc il y a des gens qui se plaignaient un peu que les épisodes étaient trop longs. Du coup, j'ai décidé de le séparer en deux parce qu'il était quand même assez long celui-ci. Clairement, des gens ont beaucoup de choses à dire et quand ça parle beaucoup, ben ça devient long. Et donc voilà, pour ménager les esprits des gens qui ne savent pas ce qu'on entendrait plus longtemps. Non, pardon. Ou qui n'ont pas le temps. Bien sûr, c'est ça votre excuse, hein. Vous n'avez pas le temps en fait. C'est pas que vous savez pas vous concentrer plus qu'une heure, non, c'est vous n'avez pas le temps pour un épisode de plus d'une heure, hein. Donc ouais. Mais bon, j'arrête de faire le chieur. Je voulais quand même vous dire merci de nous écouter, donc voilà quoi. J'espère que vous avez apprécié. Chronique inutile, je veux dire merci de nous écouter. Oui, nous écouter, merci. Écoutez. Ouais, et à toutes, hein, merci quoi. À toutes.